Le président de la République, solennel face au Congrès, Emmanuel Macron s'est adressé aux parlementaires dans un discours d'1h30 pour une série d'annonces fortes. Extraits et réactions des parlementaires à suivre. L'avenir du CMCK et de ses employés en négociation depuis ce matin. Syndicats et professionnels de santé planchent sur le passage en établissement public de la structure médicale privée de Kourou. Les discussions vont durer jusqu'à fin août. Et puis les Yanadokos s'envolent pour New York. Ce soir, la sélection de Guyane de football ouvrira la Gold Cup face au Canada le 7 juillet. Nous les avons rencontrés dans leurs derniers entraînements du week-end. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme Nicolas Sarkozy et François Hollande avant lui, le président de la République s'est exprimé devant les parlementaires réunis en congrès cet après-midi. Dans son discours de près d'1h30, Emmanuel Macron a présenté les grands axes de son quinquennat à la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Une tradition plutôt américaine, décriée et boycottée par une partie des députés UDI, communistes et de la France insoumise. Un extrait. Cette obligation est celle d'une transformation résolue et profonde, tranchant avec les années immobiles ou avec les années agitées, toutes aux résultats également décevants. En vous élisant dans votre nouveauté radicale à l'Assemblée nationale, le peuple français a montré son impatience à l'égard d'un monde politique trop souvent fait de querelles ou d'ambitions creuses où nous avions vécu jusqu'alors. C'est aussi à une manière de voir la politique qu'il a donné congé. En accordant leur confiance à des femmes et des hommes ici réunis, les Français ont exprimé une impérieuse attente, la volonté d'une alternance profonde. Un rendez-vous annuel qu'Emmanuel Macron souhaite inscrire dans le quinquennat. Je vous le disais, un discours fleuve pour énoncer quelques grandes mesures. Parmi les principales annonces d'Emmanuel Macron, la levée de l'état d'urgence à l'automne, la réduction du nombre de parlementaires, la proportionnelle au Parlement ou encore la suppression de la Cour de justice. Sur place, nos correspondants ont recueilli les réactions des ultramarins. Comme tous les lundis, le château de Versailles est fermé au public, mais aujourd'hui, la bâtisse du XVIIe siècle a néanmoins accueilli les membres du Parlement, ou du moins ceux qui ont honoré la convocation du chef de l'État. Tous les élus martiniquais, à l'exception de Jean-Philippe Nilor, étaient présents. Il fallait être là pour entendre le président de la République. Pour d'autres, ce n'était pas nécessaire. Bon, mais moi, je ne peux pas juger comme les autres l'ont jugé. Je me dis que je devais être là, je suis là et voilà, j'ai entendu le président de la République. C'était un beau discours, un discours d'un président. Il est nouveau, donc il veut changer les choses, pourquoi pas. Et notamment ce qu'Emmanuel Macron veut changer, c'est le nombre d'élus dans ce Parlement, justement. Rabaisser le nombre d'un tiers, un projet pas forcément bien vu par certains élus. Nous avons toujours plaidé pour qu'en Guyane, il y ait davantage de parlementaires, compte tenu des contraintes que nous connaissons sur ce territoire, en termes d'étendue du territoire, en termes d'immensité, en termes d'enclavement de certaines communes, en termes de problématiques qui nous sont particulières, qui nous sont propres. Alors bien sûr qu'il peut y avoir une règle générale que je peux tout à fait entendre, mais cela ne va pas nous dispenser d'avoir des discussions avec le gouvernement pour que cette mesure ne s'applique pas à la Guyane. Dans son discours d'1h28 exactement, le président a évoqué 3 fois l'outre-mer, notamment pour annoncer la tenue d'assises territoriales à travers la France, avec le projet d'une nouvelle décentralisation. Il a dit qu'il donnera aux collectivités territoriales des outre-mer les moyens de leur politique, les moyens de leur développement. Mais ce qui signifie encore une fois qu'il va falloir se battre hardiment pour faire reconnaître la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation profondément inégalitaire. Ces annonces seront ou non suivies des faits très prochainement, selon la volonté du président, qui reviendra l'an prochain au même endroit, à nouveau devant ce Parlement. En Guyane, l'avenir du CMCK et de ses employés à l'étude depuis ce matin. Le conseil de direction, les autorités sanitaires et les syndicats ont entamé les négociations pour la reprise de l'établissement de santé de Kourou. Jusque-là privé, le centre médico-chirurgical au cœur des mouvements sociaux de mars et avril dernier devient public. Une avancée obtenue au forceps et actée dans l'accord de Guyane. L'hôpital devrait voir le jour l'année prochaine. Yvan Lemar.
Depuis 9h30, les représentants du personnel, du conseil médical, de l'ARS et de la mairie de Kourou ont commencé ces négociations. Les 3 principaux points à l'ordre du jour, l'organisation des instances, le transfert du personnel et le maintien des acquis sociaux. C'est un exercice complexe, dans un délai très contraint. Il nous reste 6 mois pour faire le travail. Et dans cet exercice, il faut tout considérer. On peut résumer le sujet en rappelant que tout ce qui est aujourd'hui privé deviendra demain public. Alors c'est vrai du patrimoine, c'est vrai des autorisations de soins, c'est vrai de tout ce qui constitue aujourd'hui le CMCK, mais c'est d'abord vrai, bien sûr, de son personnel. Donc concrètement, c'est vrai des médecins comme des paramédicaux, comme des agents administratifs, des gens qui sont aujourd'hui sous contrat de droit privés ont vocation demain à devenir des agents de droit public. Le premier point, la gouvernance du nouvel établissement a été rapidement négociée, mais du côté des syndicats, on reste vigilant. Il y a eu des promesses qui ont été faites suite au mouvement, comme vous le savez. Il y a une grande attente par rapport aux avancées qui est due non seulement par rapport à la population, quand même les gens qui veulent se faire soigner correctement, et aussi il y a le personnel qui est qui est en attente, qui sont assez inquiets par rapport au passage, par rapport à leurs acquis sociaux et par rapport à certains avantages qu'on va discuter. Le passage du CMCK en établissement public de santé est l'un des volets importants de l'accord pour la Guyane du 21 avril 2017. Ce nouvel établissement doit voir le jour officiellement le 1er janvier prochain. Et notez que la rencontre s'est achevée en fin d'après-midi. Reste à statuer sur les questions du transfert du personnel et le maintien des acquis sociaux. Pour ce faire, un agenda des négociations est pris. Le conseil d'administration retrouvera les autorités sanitaires le 10 juillet, puis le 16 et le 29 août. L'annonce de son enlèvement avait agité les réseaux sociaux ce week-end. Le message indiquait que Léon Bertrand avait été enlevé par des malfaiteurs qui réclamaient 50 000 € de rançon et menaçaient d'attentat. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni n'a pas été kidnappé, il l'a lui-même démenti. Il s'agirait d'une plaisanterie de mauvais goût publiée via un site internet qui laisse libre cours à l'imagination de chacun. Un mot à présent sur ce drame survenu samedi après-midi lors d'une fête familiale à Makouria. Une fillette de 4 ans a été victime d'une noyade dans une crique. D'abord portée disparue aux alentours de 16h30, elle a été retrouvée 1 heure plus tard, inconsciente avant d'être déclarée décédée. Revenons à présent sur l'affaire de contamination de l'eau aux hydrocarbures dans la commune de Goyave en Guadeloupe. Le maire a porté plainte et espère une mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux pour faire face à la crise. Comment la population vit-elle cette situation? Élément de réponse avec Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Pas de mauvais goût, pas d'odeur particulière. L'eau qui coule des robinets de Morne-Rouge ne serait pas encore contaminée par les hydrocarbures. Pas senti goût à gazole. Anthony aura dit ça, mais pas senti goût à gazole. Non, j'ai toujours entendu dans le bourg qu'il y avait un problème. Mais jusqu'à chez nous, je n'ai pas eu de problème. Et pourtant, le maire Ferdi Louisi a révélé lors d'une conférence de presse vendredi dernier que la pollution de l'eau dépasserait le bourg et que 3000 foyers seraient impactés. La situation est devenue extrêmement grave aujourd'hui, suite au courrier que l'ARS a adressé au président du SIAG le 27 juin dernier, qui montre qu'il y a une extension de la pollution. Depuis le 15 juin, suite à une action d'une résidente du bourg, des analyses ont révélé des traces d'hydrocarbures dans l'eau potable. Une contamination qui a entraîné de graves problèmes de santé chez de nombreux habitants. Mais cette affaire ne daterait pas d'aujourd'hui. On cuve à essence. Alors, j'ai fait la passion et ce qui fait, il y a un problème de l'eau à Goyave. Le problème de l'eau là a existé. Et depuis dans les années 80, je crois. C'est à cause des, enfin pensez moi c'est à cause des stations là, entendre ni moun qui a dialysé ni moun qui c'est les moun qui mauvais tête qui font un effort. Les habitants de Goyave sont priés de ne pas boire, de ne pas se laver les dents et même de ne pas faire à manger avec l'eau du robinet. Le maire, la région, le SIAG, le parc national fournissent des packs d'eau en attendant de trouver une solution. Par principe de précaution, les habitants de Morne-Rouge sont également concernés. Ça vient de Morne-Rouge. Alors, il passe à Morne-Rouge, pas de l'eau pour boire. C'est toujours bien de prévenir, parce que dans la commune, si l'eau n'est pas conforme... Oui, moi, je bois quand même. Pas précaution.
Face à l'urgence, Ferdi Louisier a demandé aux autorités de placer Goyave en alerte sanitaire. Il lance un appel à la solidarité des Guadeloupéens. Je crois que le problème est suffisamment grave pour qu'il y ait une cellule de crise mise en place ici à l'hôtel de ville de Goyave pour nous permettre de coordonner l'ensemble des moyens. Une plainte a été déposée par le maire de Goyave contre X pour empoisonnement. L'enquête est en cours. Ils sont 1171 à avoir sauté de joie vendredi soir, soit 63% d'admis au premier tour du bac cette année. Les autres ont jusqu'à demain pour éplucher leur manuel. Les derniers résultats seront connus en fin de semaine. Ayodele Germa. 63% de réussite, soit 1171 admis au premier groupe. À l'issue du premier groupe d'épreuves du bac, voici les résultats provisoires. Au baccalauréat général, 66,6% de réussite, soit une baisse de 1,7 points par rapport au premier groupe de 2016. Pour le baccalauréat technologique, un taux de réussite de 57,1%, soit une très légère hausse de 0,1 point par rapport à l'an dernier. Cette année, dans ce premier groupe, l'Académie de Guyane a comptabilisé parmi les admis 4,18% de mentions très bien, 13,2% de mentions bien et 30,3% de mentions assez bien. Les résultats du bac professionnel pour le premier groupe d'épreuves seront connus le 4 juillet. Quant à ceux du second groupe, ils seront disponibles en fin de semaine. 27% des candidats sont autorisés à s'y présenter. Tout autre chose, la carrière de la journaliste Audrey Pulvar prend un nouveau virage. La Fondation Nicolas Hulot a désigné la Martiniquaise pour remplacer son président fondateur, désormais ministre de la Transition énergétique. L'association change aussi de nom et devient Fondation pour la Nature et l'Homme. Reportage Éric Dupuis. L'engagement d'Audrey Pulvar prend une nouvelle forme. À 45 ans, la fille d'un des fondateurs du MIM prend la place de Nicolas Hulot, démissionnaire de son poste de président de la fondation éponyme depuis qu'il est entré au gouvernement. Pour la Martiniquaise, c'est une position plus politique forcément. C'est de la politique au sens non partisan. Quand on voit les propositions que fait la Fondation depuis presque 30 ans, ce sont des propositions qui peuvent paraître extrêmement politiques parce qu'elles le sont, mais au sens de l'engagement citoyen, au sens de la transformation de la société, pas au sens partisan. Donc non, je ne me mets pas en marche, je ne fais pas partie d'un parti politique, mais d'une mobilisation citoyenne, oui. 27 ans après sa création, l'établissement change de tête d'affiche et de nom aussi. Mais la Fondation pour la Nature et l'Homme veut poursuivre son rôle de lanceur d'alerte. Nous, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui sache parler au grand public, qui sache médiatiser des propositions, des connaissances, qui le fasse avec talent, avec conviction. Donc il nous a semblé que Audrey Pulvar correspondait parfaitement à notre besoin. La journaliste compte bien s'investir et faire aussi mieux connaître au grand public les difficultés environnementales des territoires d'outre-mer. On m'a parlé de ces questions liées à l'outre-mer, et il y a le Pacifique, mais il y a aussi des questions sur l'ensemble des départements et des régions d'outre-mer qui sont assez sous-traitées en fait. Donc ça fera partie évidemment des sujets dont nous allons parler, mais je ne vais pas prioriser l'outre-mer français, mais l'outre-mer français fait partie des sujets importants. Ce nouveau poste est bénévole. La Martiniquaise doit discuter avec son principal employeur pour poursuivre ou non son activité de présentatrice télé. En attendant, Audrey Pulvar est attendue en fin de semaine au Burkina Faso pour une autre ONG. Son engagement citoyen ne se limitera pas à l'écologie. Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, il s'est emparé des Champs-Élysées. Le carnaval tropical de Paris a fait vibrer le cœur de la capitale hier. Une trentaine de groupes ont suivi le parcours du soleil pour faire résonner les airs de chez nous sous un ciel grisonnant, mais plutôt clément. Un événement porté cette fois sous la bannière de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Stéphane Alexandrescu. Des tout-loulous au beau milieu des Champs-Élysées. C'est ce qu'ont pu admirer les Parisiens à l'occasion de la 16e édition du Carnaval tropical de Paris, qui cette année avait pour thème les Olympiades, en soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. 33 groupes ont défilé dimanche dernier devant un jury composé de plusieurs personnalités du monde du sport. Plein de belles choses, que ce soit sur les costumes, sur la chorégraphie, c'était magnifique et ça nous fait vraiment revivre la couleur, la culture de chez nous. 33 groupes représentant des pays d'Amérique du Sud comme le Pérou, la Bolivie,
le Brésil ou des pays d'Asie comme l'Indonésie et bien sûr l'outre-mer, Martinique, Guadeloupe et la Guyane avec l'association Sinamari épaulée par l'orchestre d'Okonon et ses Touloulous. Alors, le carnaval tropical de Paris, pour Dokonon, on va quasiment dire que c'est la première fois, surtout sur les Champs-Élysées. Alors, il est vrai quand même, pour ne fâcher personne, il y a une quinzaine d'années au tout début, nous avions fait une participation au carnaval de Paris, mais on n'était pas dans la même forme de Dokonon actuelle que les personnes connaissent. Donc, pour Dokonon, c'est la première fois, c'est une belle expérience. Il y a aussi Rouleau d'Or, cette association qui a pour objectif de faire connaître le carnaval de rue de la Guyane et dont le nom évoque la région guyanaise. Dès qu'on parle de l'or, on parle de la Guyane de toute façon. Et nous, en fait, comme on est guyanais, on a mis l'or en avant pour pouvoir vraiment faire face à notre département. Le carnaval de Paris, c'est quelque chose qui est très bien, c'est quelque chose qui nous permet de montrer, de représenter plutôt la Guyane, mais ça a énormément de pression parce on veut toujours bien faire pour pouvoir éventuellement avoir un prix. Le Grand Prix du Carnaval tropical est revenu au groupe Tropicana, qui a remporté également les prix de la meilleure chorégraphie et des meilleurs costumes. Retour chez nous dans une ambiance un peu moins festive après plusieurs semaines de préparation et une troisième place dans la Coupe des Nations de la Caraïbe. Nos Yanadoko ont enchaîné les derniers enchaînements en entraînement ce week-end avant de s'envoler pour la Gold Cup. La sélection guyanaise qui compte bien sur l'expérience de haut niveau de Florent Malouda pour affronter le Canada en match d'ouverture à New York le 7 juillet. Reportage Jonathan Lariot. Aux portes d'une compétition jamais atteinte par la Guyane, les Yanadoko donnent tout sur leur dernier entraînement avant le début de la Gold Cup. En petit poussé de la compétition, les Guyanais espèrent briller par leurs résultats. Sur cette dernière session d'entraînement au pays, les esprits demeurent tranquilles et déterminés. On s'attend à souffrir, on sait que même les organisateurs pensent qu'on va sortir très rapidement, qu'on ne va pas sortir du groupe, donc on ne peut qu'être une bonne surprise, on va dire, et c'est la motivation qu'on doit avoir. Il faudra s'adapter, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à avoir la maîtrise du ballon, on s'attend à subir un petit peu, mais en fonction de ça, il faut pouvoir aussi porter le danger dès qu'on a l'occasion. Et donc mentalement, il faut être préparé à ça, à la difficulté, mais tout en gardant un maximum d'audace, parce que je pense qu'on a la qualité pour faire mal à ces équipes-là. La Gold Cup est une compétition qui réunit des équipes de très haut niveau des Amériques, certaines ayant même participé à la dernière Coupe du Monde, telle le Honduras, adversaire direct de la sélection guyanaise. Pour l'entraîneur Jair Karam, les joueurs auront fort à faire pour tenir mentalement face à des adversaires de cette trempe. Une compétition d'une telle envergure ne se joue pas avec 14 ou 11 simplement joueurs. C'est tout un collectif qui doit être concerné. Et ensuite, la ligne directrice, c'est qu'il faudra qu'on soit fort dans nos têtes, qu'on se surpasse, parce que je répète que la Guyane sera le petit pousset, qu'on sera en mode découverte et il faut qu'on dépasse cet aspect d'événementiel pour que rapidement on puisse se focaliser sur les résultats sur le terrain. Donc c'est à nous, une fois qu'on y est, de confirmer que ce qui a été fait n'est pas le fruit du hasard, que ça commence à être la réussite d'un travail collectif et puis derrière, après, le confirmer par des bons résultats sur ce terrain. Le premier match de la sélection se jouera ce soir à 20h. Ils affronteront le Canada pour le match d'ouverture de la compétition. Et notez que la sélection de Guyane s'est imposée 3-1 face au Mamboutapu du Suriname, un match amical qui s'est disputé hier au stade Edmar Lama. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité avec le président de la République. Solennel face au Congrès, Emmanuel Macron s'est adressé aux parlementaires dans un discours d'1h30. Une série d'annonces, notamment la fin de l'état d'urgence et la réduction du nombre de sénateurs et de députés. L'avenir du CMCK et de ses employés en négociation depuis ce matin, syndicats et professionnels de santé planchent sur le passage en établissement public de la structure médicale privée de Kourou. Les discussions devraient durer jusqu'à fin août. Et puis nos Yanadoko s'envolent ce soir pour New York. La sélection de Guyane de football ouvrira la Gold Cup face au Canada le 7 juillet. Nous les avons rencontrés dans leurs derniers entraînements du week-end. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1. Ce sera bien sûr juste après votre météo. Excellente soirée à vous, à demain.